Je pense que pas beaucoup de personnes ont rigolé à l'annonce qui s'est faite la semaine dernière. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine, séries, cinéma et un petit peu jeux vidéo. Comme d'habitude, dans la description commentaire, il y aura la liste des actualités, mais l'objectif de cette liste, c'est de vous donner mon avis dessus. Je lis votre avis aussi dessus, j'en fais ou des vidéos ou je réponds directement, parce que l'objectif, c'est d'en débattre évidemment. Vous le savez, le film Flow a gagné l'Oscar du meilleur film d'animation, et en vrai, trop cool. Mais il faut savoir que Flow a été fait sous Blender, un logiciel gratuit, durant 5 ans, avec quasiment pas de budget. Il y a eu dû avoir du cofinancement de 3 pays différents, Lettonie, France et Belgique, et avec des outils qui sont accessibles à beaucoup d'étudiants. C'est ça qui était intéressant, c'est que le réalisateur a lui-même dit « Regardez, on a gagné l'Oscar avec un logiciel primaire qui est même d'ailleurs assez mal vu par les grands studios. On a gagné l'Oscar, on a battu Disney, DreamWorks, on a battu tout le monde avec ce petit logiciel, avec notre petite équipe. Ça explique donc que vous n'avez pas besoin d'avoir le matos le plus fou de l'histoire de studios milliardaires pour faire des films qui sont récompensés. L'art est accessible à beaucoup de personnes. Alors je dis pas que tout le monde peut le faire avec sa machine forcément, mais c'est un bon début. Et donc ça c'est cool et ça fait plaisir. C'est un peu une underdog story et c'est sympa. Pour ceux qui se posent la question, A Quiet Place est toujours prévu. D'ailleurs le troisième, et le troisième, hein, c'est pas un spin-off, le troisième est en développement. Alors ils vont commencer à écrire le scénario et peut-être dans 2 ans il sortira, on verra bien, ils travaillent dessus. J'en parlerai quand il y aura plus d'infos. Je sais pas si vous le savez, mais Keanu Reeves a écrit une œuvre qui s'appelle Berserk, ou en tout cas il a coécrite, il a participé à sa création et c'est lui entre guillemets qui joue dans l'œuvre. En tout cas ça lui ressemble. Et bah ils vont faire un film dessus. C'est donc Keanu Reeves qui jouera dedans, qui aura coécrit l'histoire et qui va sûrement co-scénariser j'imagine, et c'est Justin Lin qui va réaliser, et ça a l'air plutôt cool, ça a l'air plutôt fun. J'ai pas lu l'œuvre originale, mais écoutez, le projet a l'air d'avancer. Peut-être pareil dans 2 ans, on aura enfin cette œuvre qui tient beaucoup à cœur Keanu Reeves. Malheureusement, Gene Hackman est décédé il y a quelques semaines avec sa femme, Betsy Arakawa, et on sait maintenant ce qui s'est passé. Grosso modo, Gene Hackman était atteint de plusieurs maladies, dont Alzheimer. Pour rappel, il avait 95 ans. Et c'est sa femme qui s'occupait de lui. Sa femme était un peu plus jeune, mais malheureusement, sa femme est décédée. Et pendant une semaine, du coup, Gene Hackman devait être perdu dans sa maison, sans rien comprendre, parce que c'est elle qui s'occupait de lui, de ses médicaments et de tout ce qu'il faisait. Donc lui, pendant une semaine, n'a pas réalisé que sa femme était décédée et s'est sûrement baladé dans l'appartement ou la maison jusqu'à mourir. C'est triste, mais encore une fois, pensant à tout ce qui a été fait de positif dans sa vie, comme son art par exemple. J'avais déjà fait des recommandations la semaine dernière ou il y a 2 semaines. La saison 3 de One Punch Man sortira en octobre et c'est intéressant parce que moi j'avais bien aimé la saison 1, oui ça fait partie des peu d'animés que j'ai vu. La saison 2 je l'ai pas vue, je sais pas si elle est bien, dites-moi si elle est bien, mais si la saison 2 est bien et que vous me la conseillez, je regarderai la 3 en octobre et peut-être j'en ferai une critique. Qui sait. Michael Hurst, le créateur de Vikings, va continuer de faire des séries de Vikings. Alors moi vous savez Vikings j'ai jamais réussi à finir parce que j'ai trouvé ça moyen, plus j'avançais plus c'était moyen, j'ai essayé les spin-offs, j'ai trouvé ça nul, mais il continue à faire des œuvres de Vikings et sur Blood Axe cette fois-ci, le Viking assez connu, chacun son délire, c'est pas le mien mais pour ceux qui kiffent, amusez-vous avec Vikings, j'ai envie de vous dire. Les scénaristes de Paddington in Peru vont faire un film, en tout cas ils vont le scénariser et ça serait un film par IA, uniquement par IA, parce que oui des studios d'IA uniquement, de films, ouvrent quasiment tous les jours à LA ou dans le monde entier d'ailleurs. Oui la vidéo sur l'IA sortira, quand? Normalement demain, ok? Promis, enfin promis non mais j'essaye. George Lucas, avant de vendre Star Wars, avait un plan de fou. Et oui, à la base, il voulait faire une œuvre qui s'appelait Star Wars Underworld. Et pour faire simple, ça devait être une sorte de Star Wars plus sexy, violent, sombre, qui fait penser au jeu de l'époque, qui a été annulé aussi, un Star Wars 13-13, qui devait être à peu près la même ambiance que la série. Pour vous donner un peu une idée, parce qu'on a des visuels de 13-13, des choses comme ça. Apparemment, 60 scénarios étaient écrits. George Lucas avait presque motivé, ou en tout cas, il voulait chauffer John Williams pour qu'il fasse la musique des 60 épisodes. Dites-vous 60 épisodes? Je crois que c'est plus d'épisodes que toutes les séries Star Wars pour l'instant sorties confondues Disney en live action. À vérifier, mais je pense qu'on n'est pas loin du compte, pour vous dire. Donc lui, il voulait faire 60 épisodes, mais il y avait un gros souci, c'est qu'il n'y avait que HBO qui pouvait produire ça. Pourquoi il n'y avait que HBO? Parce que les estimations les plus conservatrices disaient que chaque épisode allait coûter 40 millions de dollars, et c'était au début des années 2010, ça, pour vous dire, voire un peu avant même. 40 millions de dollars, je crois qu'à ce jour, ça reste la série la plus chère de l'histoire. Aucune série n'a fait 40 millions par épisode. Il y avait 60 épisodes, donc 40 fois 60, c'est un projet à plusieurs milliards si on compte tous les coûts qui allaient s'additionner, et ça c'était l'estimation la moins coûteuse. Donc évidemment, George Lucas est allé voir HBO, ils ont dit ok, écoutez j'ai un plan de fou, Star Wars chez HBO, j'ai envie de faire ça. Malheureusement à l'époque avec HBO il y avait des complications, la personne en contact avec Lucas elle est en prison pour des histoires, bref, et le projet trop coûteux a été annulé. Et c'est pour ça aussi que George Lucas apparemment a été motivé de vendre la licence parce qu'il avait plus l'énergie, les moyens, et il savait que ce projet n'allait jamais se faire. D'ailleurs il a même dit que s'il avait fait cette série, il n'aurait sûrement jamais vendu, parce que Disney n'aurait pas voulu de ce genre de série. Donc, c'est intéressant, histoire alternative si vous voulez vous renseigner sur ça, qui aurait pu exister, mais du coup ça n'a jamais existé, et on sait ce qui se passe depuis le rachat de Disney. Hein. Je suis pas fan de Lucas, mais j'aurais bien aimé voir son approche à cet univers, ça aurait pu être cool. En termes de box-office, pour rigoler un petit peu, il y a In the Lost Land qui est sorti, 55 millions de dollars de budget, 1 million au box-office.
1. Je voulais même aller le voir pour rigoler. Je me suis dit, gros film de merde, on va rigoler. Il est même pas diffusé à Lille. Donc, énorme flop, mais le flop qui est un peu plus triste, mais prévisible, comme je l'ai dit sur ma miniature, c'est Mickey 17. Mickey 17, avec un budget de 120 millions, plus 80 millions de marketing apparemment, n'a pour l'instant engendré que 53 millions. Alors attention, c'est 53 millions dans le monde. On sait qu'en Corée, le film va surperformer, parce que voilà, normal. Mais pour l'instant, le film est un échec. Il va à peine arriver, je pense, à matcher son budget. Il lui faudrait à peu près 300 millions d'après les analystes pour rentabiliser le film. Ça va jamais se faire, mais voilà, Bong Joon-ho, il a pris l'argent américain, il a fait son film, ça l'a fait kiffer, tant mieux. On n'est pas investisseur de la boîte, on s'en fout un petit peu de l'échec. De toute façon, il allait pas continuer à faire des films à Hollywood, il allait continuer à faire des films en Corée comme c'est prévu. Donc c'est pas comme si on a perdu un truc. Deux studios qui sort fin mars sur Apple et apparemment l'une des meilleures séries de l'année, l'une des comédies les plus drôles depuis des années. La bande-annonce a été diffusée et c'est l'histoire d'un mec qui veut diriger un studio hollywoodien en faisant des films populaires et des films de prestige. Et apparemment ça tourne très mal. Il y a une liste d'ailleurs de tous les gens qui vont participer à la série. Je vous la mets là. Alors attention, ne la regardez pas si vous voulez pas vous faire spoiler les nombreux caméos. Moi je l'ai lu parce que en vrai je m'en fous un peu de ces surprises là, mais il y en a qui sont cool et j'ai hâte de voir ça. On parlera de deux studios, je sais pas sous quelle forme, mais on le fera. Vous savez, Amazon détient maintenant les droits créatifs de James Bond et apparemment on sait pourquoi. Parce qu'Amazon voulait faire des séries, comme je vous l'avais dit, mais on sait qui a décidé de ça, c'est Jeff Bezos. Jeff Bezos, on avait tellement marre de Barbara Broccoli qu'il a dit vous la payez ce qu'il faut, mais je veux qu'elle dégage. Ça, c'est un truc de méchant de James Bond. Si James Bond sera ruiné avec plein de spin-off, plein de trucs à la con comme je l'ai dit il y a quelques semaines, c'est la faute de Jeff Bezos. Officiellement sa faute. C'est lui qui a décidé. D'habitude, il se mêle pas toujours de ce genre d'histoire, hein. Pas son problème. Mais là, il a dit voilà, virez-la, je veux James Bond. Et du coup, bah, James Bond. D'ailleurs, si on parle de choses horribles, Amazon a commencé le doublage par IA dans plein de pays du monde. Ça va arriver en France peut-être aussi, s'il n'y a pas de législation. Et moi, je déteste la VF. Hein. Vous le savez, je déteste le doublage, ça m'intéresse pas du tout. J'ai toujours critiqué ça, je vais pas faire l'hypocrite. Mais je déteste plus l'IA. Donc je m'en fous si vous regardez en VF. Je veux que l'IA perde. Et ça, on en parlera plus en détail, normalement demain. Mais c'est triste et sur ce coup-là, c'est pas sur beaucoup de coups que je vais soutenir les comédiens de doublage, mais sur ce coup-là, je les soutiens. Anecdote triste, c'est le film The Electric State qui sort cette semaine, qui a coûté 320 millions de dollars. Vous avez bien entendu, 320 millions de dollars, soit 320 de Suleiman, soit 53 à Nora, soit 32 brutalistes, soit 16 conclaves, soit 2 dunes. Voilà, pour ceux qui se posent la question. Je sais même pas comment c'est possible que ce soit rentable. Bah en fait si, c'est rentable parce qu'ils s'en foutent Netflix. Bah oui, ils viennent de l'annoncer. Ils vont dépenser 18 milliards en 2025 sur des œuvres. Ils appellent pas ça des œuvres, eux ils appellent ça du contenu, mais nous on appelle ça des œuvres. Même si c'est pourri, on appelle ça des œuvres. Et il y aura sûrement du bon dedans, bien sûr. Mais dépenser autant d'argent pour un truc qui sera sûrement nul, on en parlera en fin de semaine, c'est un peu déprimant. Bonne nouvelle, le film Peaky Blinders sortira au cinéma et pas que sur Netflix, mais on sait pas si ça sera le cas en France. Est-ce que nos distributeurs sera que Netflix, du coup il va distribuer que sur Netflix, mais les autres pays du monde, en tout cas certains, auront Peaky Blinders au cinéma. Et en vrai ça c'est cool. J'espère que nous aussi. Avatar 3 sera visiblement le film le plus long de la saga. Yes. J'adore James Cameron, j'adore Avatar, je suis chaud, putain, enfin, je veux la bande-annonce, bordel, montrez-moi ça. Je veux Avatar dans mes veines, ok? Blague à part, même si je rigole pas du tout. Il y a aussi une nouvelle un peu triste concernant James Cameron et Michael Bay, parce qu'ils se sont appelés visiblement, et Michael Bay a dit l'industrie hollywoodienne a tellement changé que même lui, Michael Bay, et même James Cameron en a parlé, il galérait à financer des films. Alors que James Cameron, bah, c'est le pognon illimité, hein. Lui, ça va, il a Avatar, ça rapporte des milliards à chaque fois, mais même Michael Bay, un mec hyper connu, qui a rapporté des milliards à Hollywood, même lui, il galère à faire financer des films. Rendez-vous compte de ça. C'est triste, hein. J'ai envie de parler du fait que Disney est un peu gênant en ce moment avec la promo de Thunderbolt. Vous savez, Thunderbolt, Marvel qui sort dans quelques semaines, moi j'ai hâte de le voir. Honnêtement, il a l'air cool, il m'intrigue, la nouvelle bande-annonce a l'air sympa. Je pense que le film va être cool, je pense qu'il va être bien, je pense qu'on va bien s'éclater devant, je pense que ça va être un bon moment. C'est un film qui m'a tout depuis les premiers teasers et c'était le film Marvel qui je pense sera le meilleur de l'année. Ça, on en parlera en critique évidemment. Mais le fait que Marvel se la joue film d'auteur, le fait qu'il fasse toute la promo par rapport à ça, on a Florence Pugh qui a dit que c'est un film A24, que c'était la même expérience. On a la miniature de Marvel Studios où il y a marqué Absolute Cinéma, ce qui est une référence au même avec Martin Scorsese. Le fait que dans la bande-annonce, ce teaser d'une minute là, ils ont mis les noms des gens qui ont bossé sur des films d'auteur, qui sont d'ailleurs que des films et des séries A24, tellement que A24 réagit à ça en rigolant. Je trouve ça gênant. Pourquoi je trouve ça gênant? Parce qu'on sait que Marvel, c'est pas des films d'auteur. On sait que Marvel ont pas cette ambition-là, et surtout, c'est pas grave. Vous avez le droit de faire des films qui sont pas des films d'auteur. On va pas voir un Marvel pour voir un film d'auteur. Et film d'auteur n'est pas égale qualité non plus. Et le pire dans cette histoire-là, c'est qu'ils ont mis les noms de plein de gens qui ont bossé sur des œuvres, et je suis conscient, c'est une campagne marketing et tout, mais surtout, le truc qui m'énerve un petit peu, c'est que les gens qui bossent sur ces films, les films Marvel, ils sont toujours talentueux. C'est pas des nuls hein, qui bossent sur ces films-là. C'est jamais des nuls. Le problème, il est pas là. Le problème, c'est pas les gens qui bossent dessus, parce que c'est toujours des chefs-op qui sont talentueux, c'est toujours des monteurs qui sont talentueux, c'est toujours des réalisateurs en général qui sont talentueux, c'est toujours des gens qui savent faire des films. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est la machine Marvel qui gâche les œuvres, qui les compresse, qui font n'importe quoi. Et c'est ça le problème. Je comprends la campagne marketing qui essaie d'attirer le cinéphile à 24 entre guillemets, mais je pense que le cinéphile à 24 est pas naïf. Mais bon, la tentative marketing
est intéressante, mais il est un peu gênante, parce que d'un certain point de vue, pour moi, ça indique que, regarde, pour une fois, on a pris des bonnes personnes qui bossent sur des films intéressants d'habitude, sur ce film-là. Ils l'ont toujours fait, hein. Depuis les premiers films, c'était toujours des gens talentueux. Il y a rarement des losers hein, qui sont embauchés pour des productions à 200 millions. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre et un peu gênant, mine de rien. Mais je peux comprendre les gens qui sont pas dérangés par ça. On a eu la bande-annonce de The Last of Us saison 2, et la bande-annonce est formidable, hein, j'ai envie de vous dire. Entre le budget qui a l'air colossal, les décors incroyables, les effets spéciaux de fou, la photo hyper léchée, magnifique, une vraie profondeur, les couleurs, les différents endroits, l'acting, tu ressens vraiment plein de choses. Si tu as joué aux jeux vidéo, tu reconnais les scènes parfaitement, tu vois qu'il y a aussi des modifications. Ils ont pris l'approche émotion, triste, on va tous chialer, c'est sûr, on en parlera semaine par semaine de ça. Les larmes, le suspense, ça va être génial. C'est dans un mois que ça sort, on en parlera, ça va être monstrueux, croyez-moi. J'y crois à fond depuis le début. Et si on parle de gens qui n'arrivent pas à faire des films, c'est George Miller qui veut faire un Mad Max. Il veut faire un dernier Mad Max, il le dit, il est plus tout jeune, George Miller, il a dit qu'il va faire un film avant Mad Max, mais il cherche du financement pour ce film, et ensuite il aimerait bien faire un tout dernier Mad Max. Warner, on sait que Furiosa était un flop, on le sait. On s'en fout. Donnez-lui de l'argent, c'est son dernier film probablement de sa vie. Financez ces deux films et vous serez dans l'histoire comme le studio qui a financé Un Roi du Monde pour qu'il finisse sa saga Mad Max. Faites-le s'il vous plaît, bordel. Vraiment, on veut que ça quoi. Si on parle de trucs un peu rigolos chez Warner, c'est qu'il y a du coup Night of the Seven Kingdoms, la série HBO qui sort cet été. Ils ont dit que le budget de la série sera de 10 millions par épisode et du coup moins cher. Mais c'est marrant parce que 10 millions par épisode, il y a 5 ans, c'était cher pour une série. Mais aujourd'hui, c'est une série pas chère. C'est une série à petit budget pour eux quoi. C'est fou de se dire ça, mais bon, encore une fois, j'ai hâte. 6 épisodes. Je pense qu'on va se régaler, je pense que ça va être bien. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, clairement. Un peu de jeux vidéo avec Split Fiction, qui est le premier jeu EA en plus de 15 ans, presque 13 ans, qui a dépassé les 90 sur Metacritic. C'est pour l'instant le jeu le mieux noté de l'année. J'ai hâte de me le faire, je vais le faire cette semaine avec quelqu'un pas en live pour le coup, contrairement aux autres jeux. Le dernier qui a atteint cette note, c'était Mass Effect 3. Note méritée, Mass Effect 3 c'était mortel, sauf la fin. Mais juste une petite info, parce que moi j'étais assez étonné, mais It Takes Two a vendu 23 millions d'exemplaires. A Way Out a vendu 11 millions. C'est beaucoup. Je m'attendais pas à ce que ça se vende aussi bien. Mais c'est cool parce que c'est plus ou moins le seul gros studio qui fait des jeux coop vraiment bien. Il y a eu la bande-annonce de Death Stranding 2 hier avec la date de sortie le 26 juin et il faut que je me fasse le 1 de une et ça je le ferai en live, mais surtout, waouh, j'ai rien compris à la bande-annonce premièrement, mais je suis impressionné que les graphismes passe sur PS5 parce que je trouve les graphismes incroyables, je trouve la direction artistique incroyable, je trouve l'ambiance musicale folle, j'adore l'ambiance qui a été instaurée dans l'œuvre, j'adore les acteurs qu'ils ont montrés, j'adore l'approche cinéma hein, du truc pour le coup, c'est pour ça que je dois me le faire le 1. J'étais un peu bouche bée quoi durant les 10 minutes de la bande-annonce, j'étais assez impressionné, j'étais d'ailleurs content de revoir une sorte de Solid Snake. Me concernant, rien à dire, mis à part, bah waouh, et j'ai vraiment hâte d'y jouer, je pense que ça va être vraiment bien. La grosse annonce de la semaine, c'est Papa Essiedu qui est officiellement Severus Snape ou Severus Rogue en VF, et j'ai des choses à dire qui peut-être vont sembler un peu bizarres par rapport à mon avis habituel. Il y avait des rumeurs que ça allait être lui, mais là c'est officiel. Il va donc jouer Snape pendant 10 ans normalement, voilà, le temps de la série. Et je dois vous l'admettre, moi je l'ai toujours vu dans des œuvres, mais toujours dans des rôles secondaires. Je l'ai jamais vu en rôle principal, je l'ai vu dans des films, des séries, mais toujours comme ça sur le côté, et il m'a jamais marqué dans ce que je l'ai vu. Mais encore une fois, c'est un rôle secondaire, Snape, mine de rien, ou Rogue, peu importe, et donc je pense que ça peut le faire. Mais je dois vous admettre que de ce que j'ai vu de lui, il m'a jamais vraiment marqué. Il n'a pas eu l'occasion de me marquer en tout cas. Mais apparemment, s'il a été choisi, c'est que c'est un bon acteur pour le rôle, et le fait que ce soit un bon acteur, c'est la chose la plus importante je pense, mais évidemment ça fait polémique parce qu'il est noir. Et au début ma réaction c'était on s'en fout, ce qui compte c'est l'acteur. Et plus j'y pensais, plus je me dis qu'il va se passer un truc intéressant par le fait qu'il soit noir dans l'œuvre. Dans les livres il est un peu décrit comme un mec blanc, moche, qui devient un incel, qui est harcelé par le père de Harry, amoureux d'une femme qui veut pas de lui, et en même temps tellement incel qui devient une sorte de nazi des sorciers. C'est un peu ça l'histoire, avant d'avoir son arc de rédemption et des choses comme ça. J'ai un peu caricaturé évidemment. Et évidemment personne s'est plaint de Alan Rickman à l'époque, pour plein de raisons. Premièrement parce qu'il est blanc, forcément. Deuxième raison, parce que les gens n'étaient pas matrixés par l'anti-wokisme à l'époque. Et pourtant, l'âge du personnage ne colle pas du tout à l'œuvre. Parce qu'Alan Rickman était beaucoup trop vieux pour le rôle à l'époque. Mais ça dérangeait personne. Ce qui dérange les gens, c'est le côté racial de la chose. Disons les choses. C'est le côté raciste. C'est la couleur de peau qui dérange. Et le pire dans cette histoire-là, c'est que, en termes de respect des livres, il y a des gens qui vont gueuler. Mais pour rappel, J.K. Rowling travaille activement sur la série. C'est pas qu'elle prend un chèque. Elle bosse activement dessus. Donc elle décide aussi sûrement de ce genre de choses. Donc si vous critiquez l'aspect respect des livres, on peut juste vous répondre, on s'en fout, J.K. Rowling elle bosse dessus. Elle fait ce qu'elle veut, c'est son œuvre. On est d'accord. C'est ça la logique. Et en bon woke que je me suis dit, ce qui compte vraiment, c'est la personnalité du personnage plus que la couleur de peau. Mais en réalité, est-ce que cette modification de la couleur de peau n'est pas en soi assez intéressante et un peu risquée, voire problématique? Parce qu'en vrai, on est d'accord que dans Harry Potter, il y a tout un délire par rapport au suprémacisme des sorciers, par rapport à ces pseudo-néo-nazis mais sorciers. Et dans les livres et dans les films, c'est généralement que des blancs. Comme ça, on peut rapidement faire le lien entre néo-nazis, les Malfoy et autres, et les suprémacistes. Donc là, le fait d'avoir un personnage noir qui sera harcelé par le père de Harry, il y aura une connotation un peu raciste, je pense, à voir s'ils vont le faire. Harry qui aura des doutes sur ce mec-là
depuis son arrivée à l'école, est-ce qu'ils vont aussi jouer la connotation raciste? Comment ils vont faire le lien entre suprémacisme blanc, arien, nazi et sa couleur de peau? Ça peut être intéressant, parce qu'en vrai, il y a des racistes et des suprémacistes noirs aujourd'hui aussi. Donc en fait, c'est ça qui va être intéressant. Est-ce qu'ils vont parler du racisme? Est-ce qu'ils vont oser aller dans cette direction-là? Parce que s'ils veulent compenser et ne jamais en parler, il faudra beaucoup plus de noirs au casting. Imaginez-vous, si c'est le seul noir au casting et que Harry est le seul à se méfier de lui, c'est très bizarre, on est d'accord. Donc est-ce qu'ils vont jouer la case un peu raciste, ce qui peut être hyper intéressant, et peut-être ce sera aussi l'une de ses motivations pour devenir méchant, entre guillemets. Je pense que sa couleur de peau a l'opportunité de raconter une histoire un peu plus différente, nouvelle, intéressante, ou alors ils peuvent tout simplement l'ignorer et ne jamais se poser la question, comme ils ont fait dans Witcher. Vous savez, quand j'ai fait cette vidéo à l'époque de Witcher, que les gens d'extrême droite reprennent souvent, s'ils changent la couleur de peau des gens, dans un monde où il y a beaucoup de racisme, est-ce qu'ils vont créer une nouvelle forme de racisme? Parce que dans la vraie vie, les gens sont racistes, malheureusement. Du coup, est-ce que dans l'œuvre, ils vont le faire? Dans The Witcher, ils l'ont pas fait. C'est juste raciste entre les humains et les elfes et puis basta. Là, est-ce qu'ils vont le faire? Tu vois, est-ce qu'ils vont tenter un truc comme ça? C'est une question à se poser. Et ça peut avoir une approche un peu plus moderne de se dire que ce mec-là, peut-être aussi à cause du racisme, et pas que à ce qui se passe dans les films et les livres, peut aussi devenir méchant. Est-ce qu'ils vont le faire? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'ils ont uniquement choisi l'acteur sans même penser à la couleur de peau et juste parce que c'était le meilleur acteur pour le rôle. Mais ils ont l'opportunité de faire un truc intéressant, un peu différent et nouveau. Je pense pas qu'ils vont avoir les cojones de le faire. Mais encore une fois, un rogue, ce qui est important par rapport à lui, c'est pas sa couleur de peau. Ça, c'est vrai. Ce qui est important, c'est évidemment sa personnalité. Mais ils ont l'opportunité de changer un peu les choses et raconter une histoire nouvelle et intéressante. C'est mon avis d'un point de vue artistique. Et tous ceux qui vont le comparer à Mandela ou Black Panther, vous comprenez bien que dans ce cas-là, la couleur de peau est un facteur important. Dans le cas de Snape, sa couleur de peau blanche n'est pas un facteur important. Sauf avec le lien qu'on peut dresser avec le nazisme. Et ça, à voir s'il adapte ou pas. Parce qu'en vrai, ils peuvent l'adapter. Il y a des nazis noirs aujourd'hui. C'est fou, mais ça existe. Sa couleur de peau n'est pas centrale au récit, mais le récit a l'opportunité de s'y adapter. Et ça peut être fascinant. Mais ce qui est important, c'est qu'il faudra impérativement protéger l'acteur du racisme. Je veux que la Warner, Max, HBO soient là à défendre l'acteur. Parce qu'on sait qu'il va se prendre des vagues de racisme, on sait qu'il va en souffrir. Et il y a plein de racistes qui vont utiliser l'excuse « Ah, mais c'est pas fidèle au livre », alors qu'ils n'ont pas lu les livres, pour rappel. Moi, je pense que l'argument de fidélité des livres, il devrait être réservé aux gens qui ont lu les livres. Les autres ne devraient même pas l'ouvrir sur ça. Il faut que Max, Warner et HBO le protègent. Vous savez, là où Disney, Star Wars, ils ont abandonné le fait de protéger leurs acteurs noirs, là, eux doivent le faire. Pour moi, c'est essentiel. Ensuite, je suis content qu'ils aient pris un acteur britannique, parce que tu as le choix de John Lithgow. Les gens vont encore ressortir ma vidéo sur The Witcher. Moi, je disais que ce serait cool d'avoir des gens polonais, parce que c'est une œuvre polonaise, ce serait cool d'avoir des gens polonais. Là, je pense pareil. Harry Potter, c'est britannique. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des britanniques dedans. Je veux pas d'américains, je veux pas de français, sauf si c'est dans l'œuvre, évidemment, qu'ils interviennent, mais je veux des britanniques. Donc, en vrai, je suis content qu'ils aient pris un britannique pour le rôle. Ça fait plaisir. Et je veux qu'ils prennent d'autres britanniques. Je trouve ça bien d'honorer le pays en question avec leurs œuvres, même quand il y a beaucoup plus de budget et même si c'est fait par une boîte américaine. Mais ils ont clairement abandonné l'idée d'embaucher que des Britanniques, ça se voit. Sinon, ils n'auraient pas casté John Lithgow. J'ai hâte du coup d'avoir Hermione noire parce qu'on sait que ça va se passer, hein, bien sûr, n'est-ce pas? Ça va arriver, croyez-moi. Et pour ceux qui se disaient, ouais, pourquoi c'est pas Adam Driver? Adam Driver, il a pas que ça à foutre, ok? Adam Driver, ça fait 10 ans qu'il bosse avec les meilleurs réalisateurs de l'histoire du cinéma. Laissez-le bosser sur des films et puis basta. Laissez-le kiffer. Il va pas s'enfermer 10 ans dans une série. Et croyez-moi que dans les 10 ans de la série, il y a des gens qui vont être recastés. Parce que c'est très rare qu'une série qui dure 10 ans voit les mêmes acteurs constamment. Donc je vous le dis, vous pouvez me clipper et me sortir cette vidéo dans 10 ans, ok? Donc voilà, c'était mon avis sur la question. Pour les sorties de la semaine, il y en a pas mal cette semaine, j'avoue. La fin d'Invincible, je pense qu'on va en parler. En vidéo avec d'autres films et séries, je pense, mais on va en parler. Le début de Dope Thief, la série Apple, qui a l'air pas mal, en plus. The Electric State, ça j'en fais une critique parce que je pense qu'on pourra un peu se défouler, hein? Au cinéma, The Insider, ça aussi j'en parlerai. Partenopé aussi, je sais pas si j'en parlerai, mais j'essaierai. The Last Showgirl, les Black Box Diaries, ça peut être intéressant aussi. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu comme les formats courts ou les lives. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous!